Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être à ce micro ce matin, presque comme toutes les semaines, parce qu'en ce moment le feuilleton politique, c'est vous, la gauche, qui déteniez les clés, peut-être d'ici 24 heures un nouveau Premier ministre. Et ça dépend en partie de ce que vous allez dire ce matin, si vous acceptez ou non un certain nombre de deals, si vous proposez des choses qui sont acceptées de l'autre côté. Vous étiez évidemment hier soir avec Emmanuel Macron à l'Élysée pour cette réunion justement de méthode. Une question pour savoir à qui j'ai affaire ce matin. Est-ce que Olivier Faure, vous actez une forme de rupture avec LFI ? Mais je ne vois pas pourquoi vous commencez par là. Moi, je veux d'abord que l'on parle des Françaises et des Français. Pourquoi je dis ça ? Parce que pendant que vous étiez à l'Élysée hier, Jean-Luc Mélenchon vous a exhorté à quitter cette pièce et même à claquer la porte, puisque vous ne l'avez pas fait. Je ne l'ai pas quittée et je ne souhaite pas la quitter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Français soient entendus. Je souhaite que la crise politique dans laquelle nous sommes entrés soit une crise qui soit de courte durée. Bien sûr, j'ai voté la censure et je n'en ai aucun regret. Je l'ai fait parce que le budget proposé était un mauvais budget. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas passer sa vie à dire non. Il faut aussi parfois avancer parce que quand on a un pays qui est bloqué, c'est d'abord une crise politique, puis en plus, après, c'est une crise économique. Et ceux qui en souffrent, ce sont les Français. Et moi, ma boussole, ce sont les Français, à tout point de vue. Et la première boussole, ce qu'elle nous indique, c'est que, eh bien, ils ont voté le 7 juillet. Et je souhaite un Premier ministre de gauche qui soit ouvert au compromis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons eu l'avantage. Les Français nous ont donné l'avantage, mais ne nous ont pas donné une majorité absolue. Ils ont dit qu'il fallait maintenant que le Parlement travaille et qu'il travaille en respectant les équilibres qui sont ceux qui leur ont été donnés par les Français. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit à la fois avoir le pouvoir d'initiative, nous, la gauche, mais ensuite, nous devons accepter l'idée que, comme nous ne sommes pas majoritaires absolus, nous devons accepter les compromis, les concessions réciproques. Je vous ai laissé dérouler ce qui ressemble à une forme de déclaration, Olivier Faure. Je vous ai souvent reçu, souvent interviewé. Là, j'ai senti qu'il y avait chez vous une sorte de déclaration cohérente dans laquelle vous mettiez tous les points qui vous paraissent essentiels dans le moment qui est le nôtre aujourd'hui. C'est quoi ? C'est une sorte de déclaration de mode d'emploi ? C'est vos lignes, vos limites, vos acceptations ? Oui, c'est ce qui me semble être la solution pour sortir de la crise. Et l'engagement que nous avons pris hier dans ce rendez-vous avec le président de la République, nous avons dit que si nous gouvernions, nous acceptions l'idée de ne pas utiliser le passage en force, le 49.3. Il y a eu trop de 49.3 sur le budget avec Madame Borne, sur la réforme des retraites, toujours avec Madame Borne. Maintenant, c'était le cas aussi avec Michel Barnier sur le projet de budget. Eh bien, il faut en sortir. Parce que le passage à l'âge adulte, c'est le passage au moment où on arrête de dire qu'il y a toujours quelqu'un qui décide pour tout le monde à la fin. Et donc, il faut que le Parlement retrouve ses droits. Est-ce que ce passage à l'âge adulte, ça vaut aussi pour vous ? C'est-à-dire que quand vous dites cet engagement à ne pas utiliser le 49.3, on comprend bien que c'est l'alpha et l'oméga désormais, que vous considérez que si le gouvernement à venir s'engage à ne pas utiliser le 49.3, alors vous, de l'autre côté, vous vous engagerez à ne pas censurer le gouvernement. On est d'accord ? Ce que je dis, c'est que si nous gouvernons, nous n'utiliserons pas le 49.3 et en échange de quoi nous demandons à l'opposition d'être suffisamment raisonnable et responsable pour comprendre qu'elle ne peut pas nous censurer. Mais ça veut dire que vous pourriez être Premier ministre ? Elle peut s'opposer, mais il y a un épisode qui a dû m'échapper. Vous nous dites ce matin, Olivier Faure, nous. Vous dites nous. Bien sûr, nous. C'est qui nous ? La gauche, les écologistes. La gauche, les écologistes, ça veut dire que ce matin, vous faites acte de candidature, je ne sais pas si c'est en votre nom propre, pourquoi pas d'ailleurs, si j'ai bien compris. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit issu de la gauche et des écologistes. Je ne veux pas jouer à ce jeu de qui, quoi, comment, etc. Je veux dire simplement qu'il est logique que ce qui n'a pas été respecté en septembre avec l'animation de Michel Barnier doit être maintenant réparé. Il faut recoudre un pays qui est complètement décousu, un pays qui est fracturé. Et donc, pour arriver à faire en sorte de parvenir à recréer de la cohésion, il faut revenir tout simplement à ce qui est notre Il y a beaucoup principe de choses dans commun, ce que la vous démocratie. dites, Olivier Faure. Je voudrais qu'on puisse le décrypter et comprendre vraiment précisément, ne pas tourner autour du pot, comprendre de quoi il s'agit. Quand vous dites issu de la gauche, déjà, il faut comprendre ce que vous ne dites pas. Vous ne dites plus issu du nouveau Front populaire. Ça, c'est acté.
Non, je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que je veux laisser la porte ouverte éventuellement à des personnalités qui seraient extérieures au Front populaire, mais qui en reprendraient les chantiers. Imaginons que quelqu'un qui soit issu de la société civile organisée. Vous avez longtemps parlé de quelqu'un comme Laurent Berger, qui est une figure qui revient régulièrement. Lucie Castet était d'une certaine façon aussi une figure qui appartenait à cette société civile organisée, qui n'était pas issue directement du Front populaire parce qu'elle n'était pas dans les 4 partis qui l'ont formée, mais c'était une personnalité qui pouvait l'incarner. Donc moi, ce que je souhaite, c'est ne pas fermer une porte et dire, parce que ce serait X ou Y, eh bien ça bloquerait le jeu. Donc je dis que le jeu n'est pas bloqué, mais qu'il faut choisir quelqu'un qui soit issu de la gauche et des écologistes et qui s'engage à mettre en œuvre les chantiers du Front populaire, avec derrière l'obligation pour celui ou celle-là d'aller chercher des compromis au Parlement, puisque nous ne passerons pas en force. Donc nous serons obligés de tenir compte de ce que sera la majorité à trouver. Il y aura obligatoirement, s'il n'y a pas de 49.3, il y a forcément compromis. Il n'y a absolument aucune autre solution possible pour faire passer la moindre loi. Olivier Faure, je reste quand même encore un instant sur cette acception de gauche. Est-ce que de gauche, ça peut être pas de droite? Je pense par exemple à quelqu'un comme François Bayrou, qui était présent hier lors de cette réunion, dont on sait qu'il est une des figures favorites aujourd'hui pour devenir Premier ministre. Est-ce que vous considérez qu'il est suffisamment de gauche ou suffisamment pas de droite? Mais j'ai de l'estime pour François Bayrou. Simplement, il est celui qui a accompagné depuis 7 ans, pas à pas, le Premier ministre. Et ce que nous demandons et ce que les Français veulent, c'est une rupture avec la politique qui a été conduite jusqu'ici. Ils ne veulent pas la continuité. Comment pourrait-on expliquer que nous sommes dans une situation où après 3 votes en 1 mois, européenne, puis 2 tours des législatives. Mais est-ce qu'il serait en mesure, étant un parti qui a été sanctionné central, c'est toujours défini comme un centriste, est-ce qu'il serait en mesure de créer les conditions de ces compromis dont vous parlez, de ces coalitions? Je viens de répondre à Pauline de Malherbe. Pas de façon hyper claire. On ne peut pas aujourd'hui donner comme signal la continuité avec cette année passée. Ça n'est pas possible. Il faut évidemment passer à autre chose. Donc ça ne peut pas être François Bayrou pour vous? Ça ne peut pas être François Bayrou. Ça ne peut pas. C'est pas moi qui nomme. Donc peut-être que ce sera lui. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça n'a évidemment pas le bon choix. Mais si c'était lui et que c'était pas votre premier choix, on l'a bien compris, est-ce que vous accepteriez malgré tout, s'il s'engage, comme vous venez de le dire, à ne pas utiliser le 49.3, à imposer donc des recherches de compromis, à mettre en place, par exemple, une conférence sociale sur les retraites, est-ce qu'alors le dialogue serait en tout cas possible et non rompu? Mais le dialogue, il est toujours possible. Il était même possible avec Michel Barnier, figurez-vous. Nous avons, cherché à entrer en discussion avec lui et c'est lui qui l'a refusé. Nous avons déposé des amendements, nous avons fait voter des amendements et nous avons cherché à chaque étape à lui faire comprendre qu'il était possible d'avancer. Mais vous aviez censuré par avance le gouvernement de Michel Barnier. C'est là-dessus le gouvernement de Michel Barnier pour une raison simple, c'est que nous considérions qu'il fallait que nous puissions adresser au pays un message simple, c'est que la nomination de Michel Barnier était totalement contradictoire avec le vote des Français eux-mêmes. Est-ce que vous censureriez par avance un gouvernement François Bayrou? Mais on n'en est pas là. Vous dites pas que vous censureriez par avance. Mais je ne veux prendre ce matin, je souhaite d'abord savoir. Une fois on a compris, ce matin, c'est une sorte de déclaration de principe. Il faudra que nous ayons ensuite une discussion avec celui ou celle qui sera nommé à Matignon, et je souhaite, encore une fois, que ce soit quelqu'un de gauche. Et ensuite, nous verrons quelles sont les conditions dans lesquelles le travail s'organise. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est que, quelle que soit la situation, nous puissions arracher des victoires pour les Françaises et les Français. Le but du jeu n'est pas simplement de dire on veut sauter comme des cabris pour aller à Matignon, pour avoir des ministères, etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour obtenir des victoires maintenant? Moi, je ne veux pas attendre 30 mois pour enfin commencer à se dire que les Français pourront vivre mieux. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas la mesure essentielle prioritaire? Tout simplement le pouvoir d'achat. Celui qui est aujourd'hui, c'est l'obsession des Français aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il est du côté du pouvoir d'achat, mais chacun avec sa propre méthode. Quelle serait la méthode? Quel serait le point, la décision qui vous paraîtrait prioritaire? Mais il faut faire un effort sur les salaires. Il faut faire un effort sur le SMIC. Il faut faire en sorte que nous ayons une conférence salariale qui permette de revaloriser, y compris les métiers qui sont aujourd'hui sous-dotés, mais je pense aux métiers du soin, les métiers du lien, tous ces métiers qui sont indispensables à la vie collective et qui sont aujourd'hui tellement maltraités. Vous savez que pour celles et je
dis celles parce que ce sont souvent des femmes qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles, elles sont payées 800 € par mois. Est-ce que c'est possible encore longtemps? Est-ce qu'on accepte ça? La réponse devrait être pour tout le monde non. Donc effectivement, premier sujet, les salaires, le pouvoir d'achat, faire en sorte que les Français puissent vivre mieux et quand ils travaillent, qu'ils puissent vivre de leur travail. Donc j'essaie de prendre les choses point par point. On a bien compris. La première chose, c'est s'engager à ne pas utiliser de 49.3. C'est un changement fondamental de méthode. Idéalement, un Premier ministre issu de la gauche. Les salaires en priorité. Une question sur au nom de qui vous parlez aujourd'hui, Olivier Faure. J'ai bien entendu que vous disiez socialiste ou écologiste. Est-ce que ça veut dire que communistes et LFI de fait qui n'étaient pas là hier, mais les communistes étaient avec vous hier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme de consensus entre vous trois, c'est-à-dire socialistes, communistes, écologistes? Mais il y a une volonté, effectivement, de ces trois formations politiques d'avancer et de chercher une solution, parce qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle et qu'on ne peut pas être simplement le front du refus. On doit être aussi le front qui permet de faire avancer et qui donne au pays, même, j'allais dire, de l'enthousiasme. On ne peut pas vivre avec cette espèce de sinistrose permanente, avec le sentiment que tout peut s'écrouler à tout moment. Non, il faut viser, au contraire, une forme d'emballement général, faire en sorte que l'économie reparte, qu'on ait des gens qui se disent que le plafond de verre au-dessus de leur tête n'est pas tellement bas qu'ils ne pourront plus avancer. Il faut que les gens se disent qu'à nouveau, la France est un pays qui est j'allais dire en marche. Non, pas en marche, parce que ça a déjà été utilisé. Je vous aurais fait la remarque, mais vous êtes arrêté avant. C'est un pays qui doit en tout cas retrouver son lustre et qui doit retrouver aussi sa confiance en lui-même. On sent que c'est un vrai changement d'attitude, Olivier Faure, et pour vous avoir reçu régulièrement ces dernières semaines, précisément parce qu'on sentait que les choses bougeaient, changeaient parfois de jour en jour, l'attitude qui est la vôtre aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'il y a un mois ou deux. Est-ce que ça veut dire, Olivier Faure, alors vous n'allez pas me dire, je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez rompu avec LFI, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que c'est LFI qui a rompu avec cette attitude-là? C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ne venaient pas au rendez-vous à l'Élysée. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. Parce que nous avons besoin que toutes les forces de la gauche se rassemblent pour pouvoir exiger un certain nombre de mesures. Nous avons besoin de faire en sorte que le changement intervienne. Et donc, à chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Et donc, aujourd'hui, il faut effectivement bouger. Vous connaissez la formule du capitaine Nemo. Mobile in mobilis. Il faut être mobile dans un monde qui bouge. Eh bien, c'est exactement ça. Nous devons être mobiles. Nous ne pouvons pas rester figés et répéter la même chose tous les jours. Mais vous savez ce que ça veut dire, Olivier Faure. Ça veut dire que c'est acté désormais, effectivement, cette rupture. Quand Jean-Luc Mélenchon vous menace, en quelque sorte, hier, pendant que vous êtes dans le bureau à l'Élysée, et qu'il dit, s'ils ne claquent pas la porte, qu'ils ne partent pas, nous ferons le nouveau Front Populaire sans eux. Non, mais le Front Populaire, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Semble-t-il, il considère en tout cas oui, enfin, mais l'immense... c'est eux sans vous. Mais hier, le Front Populaire, il était principalement à La Réunion, très majoritairement à La Réunion. Et donc, personne, il ne m'appartient pas, il n'appartient pas davantage à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, chacun devrait comprendre aujourd'hui que, d'abord, les menaces, ça ne fonctionne jamais. Et que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir des gens qui sont prêts à participer à une aventure, qui sont prêts à revendiquer ensemble Matignon, qui sont prêts à faire bouger la France pour que les Français vivent mieux. Voilà l'objectif et il devrait être partagé par toutes et par tous. Et vous regrettez donc qu'il ne le soit pas par LFI, qui dit quand même, qui pense pouvoir gagner un seul siège sans nous? Il considère que sans eux, vous n'êtes rien, que vous ne pourrez pas gagner un seul siège sans eux. Oui, mais la réciproque est vraie dans ces cas-là. Donc la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand on est dans une coalition, on ne passe pas sa vie à menacer, à vitupérer. On cherche au contraire à concilier les points de vue, à faire avancer à la fois la coalition et le pays. C'est quand même le principe de base. Et on ne peut pas être... Enfin, d'abord, je vais dire une chose toute simple. C'est que plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Et donc, il devrait comprendre aujourd'hui que sa responsabilité à lui qui est un leader important de la gauche, qui a été celui qui a été jusqu'à faire 22% en élection présidentielle. Sa responsabilité à lui, ce n'est pas simplement d'organiser à chaque fois la résistance, être tout le temps dans je ne veux rien. Non, il faut qu'il soit celui aussi qui avance, qui propose et qui parfois accepte aussi les compromis. Parce que vous les avez compromis. Mis du temps. Mais j'ai mis du temps à quoi?
Non, parce que franchement, quand on voit depuis le début un certain nombre d'humiliations, parler de François Hollande comme d'une punaise de lit, un nuisible, vous faire une peau de banane sur les retraites en vous obligeant en quelque sorte à renoncer aux retraites que vous-même, aux réformes que vous-même vous aviez proposées, les questions sur l'antisémitisme que vous avez régulièrement dénoncé, la question du délit d'apologie du terrorisme. À chaque fois, vous restiez quand même plus ou moins là. Et puis là, ce matin, ça y est, vous dites, c'est acté en quelque sorte. Je trouve que vous avez mis le temps. Mais ce que j'acte, c'est simplement ce que j'ai toujours dit, parce que vous n'avez pas voulu entendre, mais moi, je n'ai jamais plié à aucune injonction. Non, vous disiez, sur aucun sujet. Disiez, mais... Et quand... et aujourd'hui, que faut-il faire? C'est simplement... la réalité, c'est que moi, je ne cherche pas une rupture. Je dis simplement que quand je vois qu'il faut avancer, j'avance. Vous actez de cette rupture. Et quand eux refusent d'avancer et qu'ils se mettent en retrait et se replient sur eux-mêmes, je leur dis qu'ils commettent une faute. Mais je ne cherche pas à leur faire la leçon. Je ne fais la leçon à personne. Je suis simplement en train de dire que, à un moment, la responsabilité que nous avons, c'est celle du pays. Et que comme nous aspirons à gouverner, quand cette possibilité existe, il faut la saisir. Il ne faut pas dire « j'attendrai plus tard la présidentielle », etc. Ça sert à quoi de dire « je veux une présidentielle maintenant », alors qu'on sait que le président de la République a dit « je resterai là pendant 30 mois ». Alors pendant 30 mois, on va simplement s'agiter et dire « on veut une présidentielle ». Mais non, pendant 30 mois, ce qu'on doit faire, c'est aller arracher à chaque fois que c'est possible de nouvelles conquêtes pour les Français, et notamment pour les plus modestes, pour les classes moyennes, pour les classes populaires. Il y a 24 heures, lors d'un meeting, Jean-Luc Mélenchon dit que l'objectif, c'est la destitution d'Emmanuel Macron. C'est cette méthode-là que vous n'acceptez plus. Mais tout le monde sait que la destitution, elle est inaccessible. Il faut 2/3 de l'Assemblée, 3/5 même, et pareil pour le Sénat. Tout le monde sait que ça n'arrivera pas. Donc pourquoi se figer sur une revendication qui n'a aucune chance d'aboutir? Comment obtenir une démission d'un président qui ne veut pas démissionner? Ça n'a aucun sens. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est utiliser ces 30 mois, qu'ils soient utiles pour les Français. Si on peut aller arracher de l'argent sur le SMIC, on le fera. Si on peut arracher la réforme des retraites, on le fera. Si on peut aller arracher les services publics qui marchent mieux, l'hôpital, l'éducation, la sécurité, si vous ne pouviez arracher qu'un morceau de tout cela? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement le compromis, c'est aussi l'idée, on avait entendu Jean-Luc Mélenchon encore lui, qui effectivement à 20h02 le soir du deuxième tour avait dit c'est tout le programme, rien que le programme et l'intégralité du programme. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est si on peut arracher déjà des morceaux du programme, ce sera bien. Mais ce que Jean-Luc Mélenchon dit à 20h03 le 7 juillet, il sait très bien que c'est impossible. Et d'ailleurs, les courriers que nous avons adressés collectivement, tout le NFP, pendant l'été, le 12 et 22 août, c'était de dire que de toute façon, nous n'étions pas majoritaire absolue et qu'il faudrait faire des compromis. Et donc cette logique-là, dans un premier temps, il l'a eue. Et pourquoi aujourd'hui renoncer? Pourquoi dire aujourd'hui que les compromis sont impossibles? Bien sûr que les compromis sont obligatoires. Ça veut dire, Olivier Faure, que si vous pouvez avoir une partie de ces compromis-là, une partie de ces réformes que vous souhaitez, ce sera déjà bien. Quelle serait la priorité des priorités? Est-ce que, encore une fois, s'il y a une conférence sociale sur la réforme des retraites, avec peut-être une amélioration de cette réforme, sans pour autant une abrogation, pour vous, ce sera déjà pas mal? Mais tout ce qui est bon à prendre, je le prends. Mais simplement, ce que j'ai dit sur les retraites. Moi, je souhaite l'abrogation de la réforme Borne parce que c'est une réforme injuste et qu'elle pèse d'abord sur ceux qui ont des carrières longues, sur les femmes, sur ceux qui ont eu des métiers pénibles. Et donc, je souhaite qu'on puisse parvenir à l'abroger. Simplement, ce que je sais aussi, c'est que d'ici 5 ou 6 ans, il faudra trouver 15 milliards par an pour financer notre système. Et donc, je ne suis pas pour faire, là aussi, le grand coup de balai sans solution. Je suis pour les solutions. Et donc, je dis quoi? Je dis qu'il faut commencer par geler la réforme des retraites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français qui, aujourd'hui, voient leur âge de la retraite reculer, ceux-là pourront partir comme c'était prévu avec la réforme Touraine, à 62 ans. Mais, dans l'intervalle, il faut qu'on puisse avoir une conférence de financement. Donc, on réunit autour de la table les partenaires sociaux, le patronat, les partis politiques et faire en sorte de pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On trouve un mode alternatif pour financer nos retraites. Une fois que ce mode de financement est trouvé, et nous avons déjà des solutions à suggérer, eh bien, à la fin de ce processus, on abroge la réforme Borne et ainsi la boucle est bouclée. Mais ça veut dire que dès le démarrage, eh bien, les gens qui étaient aujourd'hui victimes de cette réforme Borne seraient en réalité épargnés. Donc voilà une solution qui permettrait de mettre tout le monde d'accord. Tout commencerait par un gel de la réforme des retraites. Une question encore, vous vous êtes vu autour d'Emmanuel Macron hier. Est-ce que vous souhaiteriez vous voir les uns et les autres sans
le président pour justement commencer à en parler avec François Bayrou, avec Gabriel Attal, avec les écolos, avec les communistes, avec les LR. Est-ce que vous pourriez discuter tous ensemble ? Oui, bien sûr, et il le faudra. C'est ce que Boris Vallaud avait proposé il y a 15 jours. C'est que toutes ces forces-là puissent à un moment se parler. Le RN est démonétisé si vous êtes dans cette attitude-là. Mais il ne absolument. peut plus avoir le pouvoir de censurer. Le grand acquis que nous avons obtenu par notre démarche, c'est de mettre à l'écart le RN. Et c'est en cela aussi que nous avons été fidèles au Front républicain. Toutes celles et ceux qui, de droite, ont pu voter pour des candidats de gauche et qui s'interrogeaient, etc. Je leur dis, aujourd'hui, vous avez effectivement été récompensés de vos efforts parce que la gauche a permis dans un premier temps le Front républicain et maintenant, elle est celle qui permet d'isoler l'extrême droite et de faire en sorte qu'elle ne soit plus maître du jeu. Eh bien, maîtresse du jeu. Et donc, effectivement, c'est un des grands acquis, je l'espère, définitifs, de ce qui se passe en ce moment. Merci Olivier Faure pour cette interview ce matin et ces déclarations être du côté des solutions et non plus du côté du blocage. Olivier Faure, évidemment, premier secrétaire du Parti socialiste. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.